Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée au terminal. Nous reprenons aujourd'hui l'histoire pour le nouveau thème sur le monde de 1945 au début des années 1970. Pour commencer, nous allons voir aujourd'hui les conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur la construction d'un nouvel ordre mondial. Nous allons procéder en deux temps. Nous commencerons par dresser un rapide bilan de la guerre, puis nous traiterons de l'élaboration de la paix. Commençons donc par le bilan, et tout d'abord les pertes humaines. Environ 80 millions de personnes ont perdu la vie durant ce conflit. Cela représente 3 à 4% de la population mondiale de l'époque. Parmi ces personnes, on compte énormément de civils, bien plus que lors des conflits précédents. Cela est particulièrement dû aux bombardements aériens, aux massacres et à la politique d'extermination. Je vous rappelle que près de 6 millions de Juifs ont été tués lors du génocide, mais aussi de nombreux Tziganes. Les pertes militaires sont également importantes, avec des batailles très meurtrières, comme celle de Normandie par exemple. J'ai d'ailleurs placé ici une photo du cimetière américain d'Omaha Beach. Au niveau matériel, la guerre a détruit des villes entières, comme Stalingrad que vous voyez sur la photo. Le siège de la ville, qui a constitué la première défaite de l'armée allemande, a été l'une des batailles les plus dévastatrices de l'histoire. Hiroshima et Nagasaki, ces deux villes japonaises, ont été détruites par des bombardements atomiques en août 1945. Quant à Londres, la capitale britannique, elle a également souffert des bombardements allemands qui ont causé des destructions massives. Et Dresde, la ville allemande qui a été détruite à 70% par des bombardements. La destruction des infrastructures de transport, particulièrement des voies ferrées, a perturbé la mobilité et le commerce. Enfin, au niveau économique, les destructions d'usines et de terres agricoles ont entraîné des pénuries alimentaires et un effondrement de la production dans de nombreuses régions. Au niveau moral, les traumatismes psychologiques furent énormes pour de nombreuses personnes. Les soldats, revenant du front, ont souvent souffert de ce que l'on appelle aujourd'hui le stress post-traumatique. À l'époque, on disait souvent qu'ils souffraient de fatigue de guerre ou qu'ils avaient perdu la tête tout simplement à cause de leur incapacité à se réadapter à la vie civile. De même, les survivants des camps de concentration ou même les rares rescapés des camps d'extermination comme ces enfants à la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau ont subi des traumatismes psychologiques profonds avec des séquelles tant physiques que mentales. De plus, comme la plupart de leurs proches étaient décédés, il manquait du soutien nécessaire qui les aurait aidés à mieux surmonter leur expérience. Pendant la guerre, la technologie militaire s'est améliorée, avec notamment l'introduction des avions à réaction et des porte-avions. L'arme atomique a été développée dans le cadre du projet Manhattan aux États-Unis, avec le soutien du Royaume-Uni et du Canada. Ce projet avait été lancé en 1942 et rassemblait les plus grands scientifiques de l'époque, dont Robert Oppenheimer, qui est considéré comme le père de la bombe atomique. La première explosion a eu lieu en juillet 1945, lors de l'essai Trinity, dans le désert du Nouveau-Mexique. Puis, les bombes ont été utilisées immédiatement après, en août, sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki, pour pousser le Japon à capituler. D'autres domaines ont bénéficié de progrès pendant la guerre. Parmi eux, il y a eu particulièrement la médecine, car le besoin de soigner les blessures de guerre a permis des avancées dans les techniques chirurgicales et dans la médecine d'urgence. Par exemple, les chirurgiens ont commencé à faire des greffes de peau pour restaurer l'apparence et la fonctionnalité des victimes. Des banques de sang ont été mises en place également pour fournir rapidement du sang aux blessés sur les champs de bataille, ce qui a sauvé de nombreuses vies. Aussi, l'aviation civile a pu profiter des avancées après la guerre avec des technologies comme le radar. Nous allons à présent passer à la seconde partie de la leçon sur l'élaboration de la paix. La Charte des Nations Unies
a été signée en octobre 1945 et elle donne naissance à l'ONU. Le premier objectif de cette organisation est le maintien de la paix. L'ONU s'est donné pour mission de prévenir les conflits. On souhaite à tout prix éviter le retour d'une guerre aussi dévastatrice que celle qui vient de se dérouler. Le second objectif est l'amélioration du développement économique et social avec des programmes pour l'enfance, contre la pauvreté. Enfin, l'ONU cherche à protéger les droits de l'homme. En 1948, elle a établi la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui affirme que tous les êtres humains ont des droits égaux et inaliénables. Les procès de Nuremberg en 1945 et 1946 ont été initiés pour juger les principaux responsables des crimes de guerre, particulièrement de l'Allemagne nazie, mais aussi de l'Italie fasciste. Là ont été établis des principes fondamentaux en matière de droit international. On a cherché à juger la responsabilité des dirigeants politiques et militaires pour les crimes commis. La notion de crime contre l'humanité a été introduite, ce qui a permis de poursuivre des actes de barbarie indépendamment des lois nationales des pays. Ces procès ont exposé à la face du monde entier les atrocités du génocide et des autres crimes commis en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Les procès de Tokyo, quant à eux, se sont déroulés de 1946 à 1948. Ils ont été organisés pour juger les dirigeants militaires et politiques japonais pour crimes de guerre commis lors de la Seconde Guerre mondiale, comme le massacre de Nankin par exemple. On y a établi la responsabilité pénale individuelle pour les crimes de guerre, affirmant que les dirigeants ne peuvent pas se soustraire à leurs responsabilités en invoquant d'obéir aux ordres. On peut noter que l'empereur Hirohito n'a pas été jugé lors de ces procès, et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il était considéré comme une figure symbolique et spirituelle pour le peuple japonais, et les Alliés ont estimé qu'un procès pourrait choquer la population japonaise et nuire à la stabilité du pays après la guerre. Aussi, les États-Unis, qui ont occupé le Japon après la guerre, ont décidé de conserver Hirohito pour maintenir une certaine continuité du pouvoir et faciliter ainsi la transition vers un gouvernement démocratique. Enfin, l'empereur a toujours affirmé qu'il n'était pas en mesure de contrecarrer les décisions de ses généraux et de ses ministres, donc qu'il n'avait pas la responsabilité de toutes les horreurs commises. L'empereur a donc continué à régner jusqu'à sa mort en 1989. Bon, je vais m'arrêter là. Nous nous retrouverons très bientôt pour parler de l'élaboration du nouvel ordre mondial. J'espère avoir été claire. N'hésitez pas à me faire vos remarques en commentaire. Je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt.